Cette capsule vidéo est une archive d'un atelier scientifique qui a eu lieu dans les années 2005-2006 au lycée Jean Durand à Castelnaudary, dans lequel on a mis en évidence expérimentale les principes de la mécanique des fluides avec une table à écoulement d'eau. Pendant quelques années dans cet établissement, il y a eu un atelier scientifique qui a traité de problèmes liés à l'espace et à l'aéronautique, et dans le cadre de cet atelier, on avait réalisé une table à écoulement d'eau pour retrouver les principes de la mécanique des fluides. Le fonctionnement de cette table est assez simple. On a une cuve en bas, une pompe qui remonte l'eau. Ici, on a la laine de nylon. On a des pailles chalumeau qui ont été coupées à cet endroit-là, qui permettent à l'eau de s'écouler de façon très régulière. Et là, on a un peigne avec des fils qui nous permettent de voir que cette eau s'écoule de façon à ce que les fils restent parallèles entre eux. C'est facile à réaliser, c'est pas forcément facile à obtenir. On a pu montrer en mettant un petit peu de poussière sur une de ces lignes de courant, que la poussière reste à l'intérieur des deux fils, c'est-à-dire qu'il n'y a donc pas d'échange d'eau de chaque côté des fils. Les fils délimitent des filets d'écoulement. Et on a pu montrer que lorsqu'on place une petite bille de polystyrène dans ces filets d'écoulement, sa vitesse reste quasiment la même. On a fait une vidéo qu'on a traitée avec un logiciel de pointage qui s'appelle ici Avimeca, et on a obtenu des points qui sont équidistants, ce qui montre que la vitesse est quasiment la même en tout point de la circulation sur ce filet d'eau. Et on a pu aussi montrer que lorsqu'on a une déformation de cet écoulement laminaire, spontanément il tend à se reformer. On peut regarder la vidéo qui est là. Dans cette vidéo, on a une déformation qui a été provoquée, et on voit que assez rapidement, les lignes vont se reformer, et on va retrouver des lignes qui sont des fils qui sont espacés d'à peu près la même distance, qui prouve qu'on retrouve ici un écoulement laminaire. La première chose qu'on a pu montrer, c'est que lorsqu'il y a une déformation des filets d'eau, et lorsqu'on est bien en régime laminaire, il y a conservation du débit à l'intérieur des filets d'eau. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? On a provoqué un rétrécissement, on a lancé une petite bille de polystyrène qui s'est déplacée le long de ce filet d'eau, on a traité la vidéo avec Avimeca, et on a vu que cette fois-ci, les points ne sont plus les plus équidistants, mais lorsque les filets se rétrécissent, la vitesse augmente. Par des petits calculs, on a pu montrer ensuite que lorsque on a de l'eau qui s'écoule à l'intérieur de ce filet, le débit reste constant, le débit reste le même. On peut regarder la petite vidéo correspondante. Donc on a placé une petite bille de polystyrène, et on va suivre son déplacement, et on voit assez nettement qu'elle va accélérer lorsqu'elle va passer dans la partie la plus étroite du filet d'eau. Donc on peut assez facilement mesurer la vitesse pour chacun de ces points. On peut aussi assez facilement mesurer la largeur du filet, et on peut en déduire assez facilement aussi que la vitesse d'écoulement est inversement proportionnelle à la largeur du filet, et que au final, le débit est conservé. La viscosité d'un fluide traduit sa résistance à l'écoulement, et ici on peut vérifier effectivement la viscosité de l'eau. On a provoqué un rétrécissement dans l'écoulement, on a placé des billes de polystyrène, et on s'aperçoit que les billes de polystyrène, lorsqu'elles passent près de l'obstacle, sont freinées, l'écoulement est moins rapide que lorsqu'on est au centre de l'écoulement. On peut regarder la petite vidéo qui est là. Donc on a lancé des petites billes de polystyrène, et on voit que celles qui passent au centre sont beaucoup plus rapides que celles qui passent sur le côté. Donc on a montré que l'écoulement il est beaucoup plus rapide au centre ici du filet, et que à la limite, sur le bord du filet lui-même, au contact avec les obstacles, la vitesse devient nulle. Ça c'est ce qu'on appelle la couche limite. Et la couche limite, on peut la mettre en évidence avec notre dispositif en mettant un petit peu de fluorescéine dans l'écoulement et sur le bord de l'écoulement. Et on va voir que sur le bord de l'écoulement, cette fluorescéine elle reste coincée très longtemps parce que la vitesse d'écoulement
dans cette couche limite est quasiment nul. On peut regarder la vidéo. Donc lorsqu'on dépose de la fluorescéine sur le bord, on voit qu'elle met très longtemps avant d'être évacuée, alors que si on met de la fluorescéine sur le centre de l'écoulement, elle part très très facilement. Là, il nous reste encore de la fluorescéine sur cette couche limite. Bien, pour la suite de notre exercice, on va mesurer les pressions. Et on a choisi de mesurer ces pressions avec un manomètre dans lequel on a mis de l'eau colorée. Lorsque la pression est la même de chaque côté du manomètre, les niveaux d'eau sont strictement identiques. Si on trempe par exemple un tube dans un bécher qui est rempli d'eau, on va mesurer la pression. Et cette pression, on la mesure par le décalage qui existe entre la surface des deux ménisques qu'on a dans notre manomètre. Mais il y a un petit problème, c'est que là on pourrait imaginer qu'on mesure la pression au fond du récipient. En réalité, on ne mesure pas la pression au fond du récipient, mais on mesure la pression ici, au niveau du ménisque qui se trouve dans le tube. Donc on a imaginé un petit dispositif qui va nous permettre de mesurer réellement la pression au fond de ce tube en mettant une seringue remplie d'air, et on va appuyer sur le piston jusqu'à ce qu'on repousse le ménisque au fond de ce tuyau, et à ce moment-là, on mesure réellement la pression qui est au fond du tube. Donc c'est ce qu'on va faire pour mettre en évidence la pression dynamique dans notre dispositif. Dans ce dispositif, on a provoqué un rétrécissement très accentué, donc on a ici une circulation d'eau qui est beaucoup plus rapide que dans la partie qui se trouve ici. Et on a pris notre manomètre, et d'un côté on a mis un tuyau au fond de la partie large, et on a mis un tuyau au fond de la partie étroite. Ce tuyau qui est au fond de la partie étroite, on l'a mis face à l'écoulement. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, il y a conservation des pressions. Les pressions sont les mêmes à chaque endroit mesuré. Dans une deuxième étape, on a fait la même chose, sauf que la pression dans la partie réduite a été mesurée de façon perpendiculaire. Et là, on s'aperçoit que cette pression de ce côté-ci est plus faible que la pression qu'on trouve à cet endroit-là. La pression statique a diminué, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Ici, on a mesuré les pressions strictement au même endroit. Simplement, il y a un tube qui est dans le sens de l'écoulement et un tuyau qui est perpendiculaire. Et on retrouve ici une pression qu'on appelle la pression dynamique. Pour exprimer ces variations de pression, il suffit de mesurer la différence de hauteur d'eau de chaque côté du manomètre. Par exemple, ici, on a à peu près 1,5 cm. On mesure ces 1,5, on multiplie ces 1,5 cm après les avoir convertis par la masse volumique de l'eau, par G, l'intensité du champ de pesanteur, et on obtient la pression en pascal. Le théorème de Bernoulli nous dit que le carré de la vitesse sur 2 plus G, l'intensité du champ de pesanteur, que multiplie Z, l'altitude du centre de gravité du fluide, plus la pression en pascal sur la masse volumique est une constante. C'est un petit peu indigeste, simplement on peut remarquer que lorsqu'il y aura une variation de vitesse ou une variation d'altitude, alors forcément il y aura une variation de pression, et ces variations doivent forcément se compenser pour qu'au final on ait une constante. Le dispositif qu'on a réalisé est celui-là. On a ici un rétrécissement qui est très important, un manomètre qui va nous permettre de mesurer la pression statique ici qu'on a perpendiculairement à l'écoulement du filet d'eau, et la pression dynamique qu'on a en face. Alors, on va pas s'intéresser à tout au détail de l'ensemble des conclusions qu'on a apportées dans ce travail-là. J'avance. On avance encore un petit peu. Bon, et puis là, on va revenir ici. Donc s'il y a une petite variation de vitesse, s'il y a une variation delta Z, il y a aussi une variation delta P, et ces variations, elles doivent se compenser. On va simplifier notre calcul et on va considérer qu'il n'y a pas de variation d'altitude, ce qui est faux en l'occurrence, mais ça joue sur très peu de choses, ça joue sur quelques millimètres. Donc ça veut dire que si on a une variation de vitesse, on peut calculer une variation de pression. Et la variation de pression, on peut aussi la mesurer sur le manomètre. Alors c'est ce qu'on a fait. En fonction de la vitesse qu'on a obtenue, on a obtenu une variation de pression de moins 45 pascal,
Et lorsqu'on place notre manomètre, on trouve à peu près 5 mm, ce qui nous fait à peu près moins 50 pascal. Et on peut donc dire que la variation de pression, elle est égale à la moitié de la masse volumique que multiplie le carré de la variation de la vitesse. On a ici une autre démonstration de l'effet Venturi. On a posé 2 balles de ping-pong sur 2 règles et on va souffler entre ces balles de ping-pong. On imagine que ces balles elles vont se repousser. En réalité, lorsqu'on souffle entre ces 2 balles, eh bien on s'aperçoit que ces 2 balles se rapprochent. Donc lorsque on a un fluide qui s'écoule dans cette direction, perpendiculairement, on a des pressions qui diminuent. Bien, tout à l'heure, si on ne s'intéresse pas à la variation d'altitude, on peut écrire ça. C'est donc que 1/2 de ρ delta V carré est égal à moins delta P. Moins delta P est une variation de pression, qu'on appelle la variation de pression statique. Donc ici, on a aussi une variation de pression, puisque c'est la même grandeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la variation dynamique. Alors, comment mesurer ces pressions dynamiques et ces pressions statiques? Eh bien, par rapport à un point de référence qui serait ici, la pression statique est mesurée lorsque le tuyau du manomètre est perpendiculaire au filet d'eau, alors qu'ici, le tuyau du manomètre est dans l'axe de l'écoulement du filet d'eau, face à l'écoulement du filet d'eau. Ça, c'est la pression dynamique, ça, c'est la pression statique. Lorsqu'on exerce une pression sur une surface, il y a une force pressante qui est le produit de la pression par la surface. Donc la force dynamique correspondante, elle est égale à 1/2 de ρ fois S fois V carré. Alors est-ce qu'on peut vérifier ça? Eh bien ici on a mis un dispositif dans l'axe du courant. On connaît la surface de ce dispositif qui est exposé à l'eau, et on a ici 2 dynamomètres pour essayer de mesurer l'intensité de cette force. On va regarder la vidéo correspondante. On ce dispositif dans le filet d'eau, et on va voir bien que les dynamomètres indiquent. Donc pour chacun des dynamomètres, on trouve à peu près 0,012 et 0,14. Il y a un 0 qui est en trop là. 0,12 et 0,14 qui fait à peu près 0,26 newton. On a donc ici mesuré la force dynamique. Maintenant, on peut mesurer la vitesse de l'écoulement en faisant passer sur le côté ici une petite bille de polystyrène. On peut mesurer sa vitesse. Et lorsqu'on mesure la vitesse, on peut donc calculer le 1/2 de ρ fois S fois V carré. Alors, la surface, on l'obtient par le produit de la longueur par l'épaisseur. Ici, c'est à peu près 2 mm. Et on trouve 0,23 newton. 0,23 newton, c'est ce qu'on trouve ici. Et 0,26 newton, c'est ce qu'on avait mesuré. On retrouve encore des valeurs qui sont tout à fait comparables. On peut se poser la question, bon, si la surface n'est pas plane, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, c'est justement ce qu'on a essayé de faire avec ces formes, sous forme de gouttes d'eau, et on a mesuré la force dynamique de ces façons-là. Donc avec un dynamomètre. On s'aperçoit que lorsque la surface n'est pas plane, l'indication portée par le dynamomètre, alors que la surface strictement elle-même qui est opposée à l'écoulement est la même, on s'aperçoit qu'on n'a plus les 0,26 newtons, mais qu'on trouve par exemple 0,16 newtons. Donc beaucoup moins que précédemment. Autrement dit, il n'y a pas seulement la surface qui intervient, mais aussi la forme de l'objet qui intervient sur la force dynamique. On a montré précédemment que lorsque la surface est plane, la force dynamique s'écrit 1/2 de ρ fois S fois V carré. Mais on s'est aperçu que si la forme n'était pas plane, on avait une force qui était inférieure. C'est donc que dans le calcul de la force, il faut rajouter un coefficient, qui est le Cx, qui est le coefficient de traînée, qui sera d'autant plus important que le fluide va s'opposer au déplacement du mobile. Alors ce Cx, il est égal à 1 lorsque la surface elle est strictement plane, et ça dépend de plein de choses. Ici on a réalisé un petit dispositif dans lequel on a mis une tige en acier qui est pliée, qui joue le rôle de ressort, et qui va s'opposer au déplacement de l'objet qui se trouve ici, qui est posé dans l'écoulement. Et on s'aperçoit que lorsqu'on met un disque
avec une surface qui est propre, et lorsqu'on met un disque avec une surface qui est moins propre, on a, avec la même masse qui est posée sur ces deux disques, donc ces deux disques qui peuvent se glisser de la même façon, eh bien on s'aperçoit qu'ici, le ressort, il est moins tendu que celui qu'on a ici. Donc la surface joue un rôle. Ensuite, comment jouer sur l'aérodynamisme de cet objet? Et là on a une goutte. Ces deux gouttes, elles ont la même section ici, mais celle-ci on l'a mise dans la pointe opposée au sens de l'écoulement d'eau. On pourrait penser que c'est la meilleure situation, puisqu'on a la pointe là qui fend le courant d'eau, et ici au contraire, eh bien on a mis la pointe vers l'arrière de l'écoulement. Et pareil, on s'aperçoit avec cette petite ligne qu'on a représentée ici, que la force dynamique est beaucoup moins importante ici que celle qu'on a ici. Donc la forme la plus aérodynamique, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est celle-ci. C'est celle qui est effilée vers l'arrière et pas effilée vers l'avant. On peut remarquer que lorsqu'on place ces formes dans nos filets d'eau, eh bien on s'aperçoit que ici on a à l'arrière on n'a plus l'écoulement laminaire, alors que là on retrouve un écoulement laminaire. Dans cette vidéo, on s'aperçoit que lorsqu'on place une bille de polystyrène sur le côté, l'écoulement est bien laminaire. Par contre, lorsqu'on a placé les billes derrière la forme, on a un écoulement qui est turbulent. En tout cas, il y a un écoulement qui se fait de façon très approximative. Avec le même dispositif, on va s'apercevoir que la couche limite ici ne se décolle presque pas, alors qu'elle se décolle beaucoup plus vite avec cette forme qui est allongée, effilée vers l'arrière de l'écoulement. Donc ici on voit que la couche limite elle reste coincée ici, il y a des turbulences à cet endroit-là, et la fluorescéine va rester très longtemps à cet endroit. Alors qu'ici on voit bien la fluorescéine qui se décolle du profil et qui s'écoule assez facilement à l'extrémité de la pointe. Il va falloir quelques dizaines de secondes pour que la totalité de la fluorescéine ait disparu de ce profil, alors qu'au bout de quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, il reste toujours de la fluorescéine derrière ce profil. On a parlé de la traînée, de la force dynamique, maintenant parlons un petit peu de la force statique qu'on appelle la portance. On va tout de suite regarder une petite vidéo. Pour regarder ce qui se passe avec ce dispositif, on a un disque qui est dans l'écoulement de l'eau, qui est retenu par un petit ressort ici, et on va provoquer une perturbation de l'écoulement de l'eau d'un côté ou de l'autre. En fait, on va ralentir l'écoulement de l'eau. Lorsqu'on provoque le ralentissement de l'écoulement de l'eau d'un côté ou de l'autre, donc la vitesse d'écoulement diminue, on s'aperçoit que le profil se décale vers ce côté-là. Alors, on a pris un obstacle allongé et symétrique, et on s'aperçoit que cet obstacle, spontanément, il va aligner son axe de symétrie de façon parallèle aux lignes d'écoulement. Spontanément, cet obstacle symétrique va venir s'aligner, aligner son axe de symétrie parallèlement à l'écoulement de l'eau. Donc notre profil est soumis à deux forces, une force qui s'exerce dans l'axe de l'écoulement qui s'appelle la traînée, et une force qui est perpendiculaire à l'axe de l'écoulement qu'on va appeler la portance. Comment expliquer cette portance? Comment expliquer le fait que on ait notre profil qui se redresse spontanément? C'est donc qu'il y a une force qui est orientée ici vers la droite dans ce cas-là. Lorsqu'on regarde la largeur des filets, on s'aperçoit qu'ici les filets sont plus larges que ceux qui sont ici. Ça pourrait vouloir dire que la vitesse est plus petite ici qu'elle n'est ici. On va essayer de regarder ça sur cette vidéo. On a lâché des petites billes de polystyrène de chaque côté, et on va s'apercevoir que ici la vitesse est un peu plus importante que celle qu'on a de ce côté-là. Donc on a lâché des petites billes de polystyrène, et on s'aperçoit que celles qui sont ici au niveau du rétrécissement se déplacent plus vite que celles qui sont là, au niveau des
des filets les plus larges. Donc la vitesse d'écoulement qui se trouve de ce côté-là est plus importante que celle qui se trouve de ce côté. Or, on a dit précédemment que la vitesse d'écoulement du fluide avait une importance et une conséquence sur la pression. De ce côté-ci, à gauche, on a une faible vitesse d'écoulement, donc on a une pression statique plus grande que celle qu'on a ici, on a une pression statique qui est faible. Comme on a une différence entre les deux pressions statiques, on va avoir ici une force qui va intervenir de ce côté-là vers la droite, c'est celle qui va repousser notre profil vers la droite. Alors, on a ici un dispositif qui va nous permettre de mesurer justement cette force statique, cette portance. Cette fois-ci, c'est plus du tout un profil qui est symétrique, c'est un profil qui présente un intrado et un extrado. On va mesurer les pressions statiques de chaque côté au même endroit, du côté de l'intrado et du côté de l'extrado. Donc le manomètre qui est là permet de comparer la pression à l'intrado et la pression à l'extrado. Et on s'aperçoit que la pression à l'intrado qui est là est supérieure à la pression à l'extrado. Ça correspond à l'extrado à une zone où l'écoulement est rapide et à l'intrado une zone où l'écoulement est faible. Donc cette différence de pression provoque une différence de force pressante, et cette différence de force pressante, c'est tout simplement la portance qu'on a mis en évidence. Voilà, merci de votre attention.